Bonjour, Olivier Weber est écrivain, mais aussi grand reporter. Il a été prix Albert Londres en 1992 pour un livre qui enquêtait sur les Russies. 30 ans après, il publie Naissance d'une nation européenne, un livre qui a été inspiré de ses allers-retours en Ukraine dernièrement. Olivier Weber est notre invité dans Délivrez-vous. Bonjour Olivier Weber. Bonjour Sarah Palachy. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va passer quelques minutes ensemble. Je disais en présentation que vous étiez grand reporter, vous avez été correspondant de guerre aussi, vous êtes écrivain et vous avez reçu le prix Albert Londres, entre autres, puisqu'il y a aussi le prix Joseph Kessel en 98. Mais le prix Albert Londres, c'est il y a tout juste 30 ans, c'était en 92, pour une enquête autour des Russies, Voyage au pays de toutes les Russies, c'était le titre de ce livre qui a reçu le prix Albert Londres. Et 30 ans après, cette guerre en Ukraine vous fait retourner en Ukraine, alors que vous connaissez aussi, on en parlera. Et ce livre, Naissance d'une nation européenne, où bien sûr il est question de l'Ukraine et de son envie d'Europe, dans ce récit, il est bien sûr question de la Russie. Je me disais, est-ce que le passé vous rattrape? Est-ce que vous pensez justement à il y a 30 ans? Est-ce que vous avez fait un peu ce retour en arrière pour vous poser la question de ce qui s'était passé en 30 ans en Russie et de votre rapport avec la Russie? Oui, beaucoup, parce qu'en 92, quand j'y suis allé donc pour des enquêtes, pour des reportages qui ont donné lieu à ce livre, le prix Albert Londres, c'était des reportages en amont, eh bien c'était au moment de l'indépendance de l'Ukraine, donc puisque la désintégration, la disparition de la maison mère qui était l'URSS, c'est un an plus tôt, 1991, et 2 ans après la chute du mur de Berlin, et c'était l'euphorie, mais une euphorie assez retenue, on va dire. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens, à l'époque, en 91, 92, etc., avaient quand même peur du grand frère russe. Et les services secrets russes, ex-KGB, FSB, étaient encore très efficaces sur le terrain ukrainien. Donc voilà, on parlait d'indépendance, mais sans plus. On savait que les liens étaient quand même relativement forts, historiquement, et bien sûr, à cause du joug soviétique pendant ces décennies. Et donc là, j'ai appelé le livre Naissance d'une nation européenne, mais c'est aussi une renaissance, c'est une deuxième naissance, c'est une deuxième indépendance, et c'est une vraie indépendance. Donc je retrouvais effectivement des Ukrainiens qui se sont battus pour l'indépendance à l'époque, et bien sûr les plus jeunes. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir surtout les jeunes de 20-25 ans, qui n'ont même pas connu les événements de Maïdan, donc en 2013-2014, rappelez-vous, cette révolution dans la rue à Kiev, qui a fait basculer le régime en faveur des pro-indépendance, on va dire. Eh bien, ces jeunes qui étaient adolescents à l'époque, qui ont 20-25 ans maintenant, sont les plus déterminés. Ouais. Et c'est un engagement d'indépendance, un engagement pour le respect des droits de l'homme, pour des valeurs qui sont les vôtres, celles des téléspectateurs aussi et les miennes, de liberté d'expression. Et voilà, donc j'ai trouvé des points communs, et puis en même temps une source de jouvence, une continuation de l'œuvre entreprise plutôt. Ce qui rend optimiste, c'est ce qu'on voit aussi dans votre livre, c'est que quand je dis il y a des leçons d'européisme, etc., est-ce qu'il y a quelque chose effectivement de l'ordre d'une leçon que vous tirez de ces Ukrainiens aujourd'hui ? Oui, alors d'une part, une grande leçon de détermination à se battre pour préserver la patrie. Et on n'est pas dans le nationalisme. Vous savez, j'ai voyagé là-bas avec un livre que j'ai lu il y a longtemps, que j'ai relu sur place. C'est le premier roman de Romain Gary. L'éducation européenne, absolument. Il a écrit quand il avait 29 ans, en pleine guerre, en 1943, lorsqu'il allait bombarder en tant qu'aviateur l'Allemagne nazie. Et le soir, il rentrait dans la base au sud-ouest de Londres. Et dans la base aérienne, il a écrit ce roman. Et il y a un personnage, parce qu'il s'agit des patriotes polonais qui se battent contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un patriote, un des héros du livre, qui dit « Mais nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas des nationalistes. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des autres. » Et je trouvais ça très beau. Et j'ai retrouvé ça donc, dans cette leçon d'européisme. Et puis, cette volonté de défendre les droits de l'homme, les droits de la femme. Et la liberté. Et la liberté. Et eux-mêmes disent, des Ukrainiens, y compris les plus jeunes, le rideau de fer maintenant, c'est là, c'est cette frontière de la Russie. D'un côté, c'est la dictature qu'on récuse et qui nous agresse. Et nous, on veut ne plus jamais retomber dans ce giron. On veut défendre encore ces valeurs et cette liberté d'expression, la liberté tout court, même la liberté de penser, parce qu'ils défendent ces valeurs. Mais c'est incroyable, parce que c'est aussi, comment dirais-je, pour les Européens et pour le monde, une leçon aussi de remise en question de ces valeurs. Parce que pourquoi? Ma génération et les plus jeunes aussi,
on pensait que les guerres en Europe seraient finies, qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. Bon, il y a eu les Balkans, guerre qui a été réglée d'ailleurs par Bill Clinton, après avoir bombardé Belgrade. Les Européens ont été relativement inactifs, mais on ne prévoyait pas de grande guerre, on va dire. Et là, tout d'un coup, ça survient, et il y a une sorte d'aveuglement, peut-être une sorte d'angélisme un peu puéril de la part des Européens en disant sur notre périphérie, sur nos contours, il y a assez de guerres dans d'autres régions du monde, il n'y en aura pas en Europe ou sur on va dire le périmètre européen. C'est une erreur, on n'a pas vu monter la puissance agressante, on va dire, de Poutine en tant que potentat et dictateur. Et là aussi, c'est une leçon parce que l'Europe est une invention magnifique en temps de paix contre la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et évidemment, elle doit renaître de ses cendres, en tout cas aspirer à de nouveaux idéaux, sinon on va à la catastrophe. Alors, il y a la Russie, et dans votre livre aussi, vous dites qu'il y a eu une espèce de retour des néo-empires, et vous parlez de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de l'Iran, et vous les comparez en disant que voilà, cette envie d'expansion de territoire, et c'est troublant ce qui se passe quand même depuis quelques années, et avec ce qui se passe là en Ukraine et la Russie, c'est très inquiétant tout de même. Absolument, parce qu'on a divisé trop souvent le monde en 2 blocs, Est-Ouest, ou 3 blocs avec les pays du Sud, qu'on appelait aussi les pays moins avancés, etc., ou les pays en voie de développement, ou le mouvement des non-alignés, peu importe. Et oui, alors il se trouve que dans les 3 livres que j'ai écrits dans cette collection, sur les Afghans, sur les Kurdes, qui s'appelle Si je oublie Kurdistan, et maintenant sur les Ukrainiens, il y a ces points communs des peuples qui résistent pour des valeurs qui sont des valeurs, pour moi, démocratiques et universelles, mais aussi contre ces empires qui sont d'anciens empires, qui redeviennent des empires. Donc vous les avez cités, hein, c'est la Turquie d'Erdogan, la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping et l'Iran de l'actuel président Raïssi, pays qui n'étaient plus expansionnistes et qui le redeviennent pour différentes raisons et qui s'entendent à merveille. Et c'est exactement cela, avec par définition des marches de l'empire ou des empires assez flous. Et ce qui se passe, ce sont des deals, des accords. C'est Erdogan et Poutine qui se disent tu me donnes un bout de Syrie et tu me laisses un bout de la Libye. C'est exactement ça, par bataillon Wagner interposé, par bataillon de Mossoul turc en Irak interposé. Donc il y a une négociation de ces marches ou de ces limes néo-impériaux. Et c'est très étrange parce qu'avant d'aller en Ukraine, j'étais dans les montagnes afghanes, enfin la frontière afghane, avec le fils du commandant Massoud, Aban Massoud, qui a 33 ans, qui incarne la nouvelle résistance, non seulement militaire, mais aussi civile, de la part des femmes afghanes en particulier, qui se battent pour ces mêmes valeurs. Et il me disait, tu verras, cette décision de Trump, mais avalisée par Joe Biden ensuite, de retirer les 2500, il n'y a que 2500 soldats américains dans notre pays en Afghanistan, c'est une catastrophe. Et Poutine va le prendre comme un blanc-seing pour attaquer l'Ukraine. Il avait eu raison. Et voilà, on a cette résurgence des empires, c'est très dangereux parce qu'il y a le système néo-impérial de chaque pays, la Turquie, l'Iran, etc. Puis après, la personnalité des dirigeants qui tombent très souvent dans un tropisme dictatorial par définition, mais aussi paranoïaque, et très dangereux. Erdogan sur ce crypto-islamisme, quelqu'un que j'ai pu rencontrer d'ailleurs, Erdogan et beaucoup de ses conseillers et ministres. Poutine, parce que justement, il a cet orgueil blessé qui fait qu'il n'arrêtera pas la guerre en Ukraine. Et donc c'est dangereux, non seulement pour la Russie ou la Turquie, mais pour le reste du monde. Je vais revenir sur votre livre et sur votre parcours à vous aussi, parce que je suis aussi très curieuse de ce qui vous attire et ce qui vous donne tant envie de passer les frontières et de voyager pour, bien sûr, voir le monde, pour en rendre compte aussi. Et on reviendra sur ce livre dans lequel vous mélangez des réflexions personnelles, politiques, il y a beaucoup de littérature aussi, et aussi vous témoignez des rencontres que vous avez faites en Ukraine et des gens assez incroyables. Mais petite parenthèse par rapport justement à ces personnalités comme Poutine, Erdogan, etc. L'Italie, la Suède voient aussi leur régime changer. Est-ce que c'est source d'inquiétude chez vous ou vous relativisez ce qui est en train de se passer? C'est une source d'inquiétude parce que le populisme et le nationalisme montent en flèche, y compris pour les questions d'immigration. Et peut-être que l'Europe n'a pas su gérer ses frontières. L'Europe est un consensus, hein, le fruit de négociations sur l'empêchement d'une guerre, mais avec des frontières assez floues. On a laissé trop souvent des pays comme la Grèce et l'Italie se débrouiller avec leurs migrants ou les migrants qui arrivaient. Et on a trop laissé ces thèmes-là d'insécurité et d'immigration partout en Europe à l'extrême droite. Moi, j'ai vu ça en Suède en 2015. J'avais été invité peu de temps après pour plusieurs semaines de conférences dans les facultés et les instituts français. Et il y a eu 300 000 migrants qui sont arrivés sur une population de 10 millions d'habitants.
quelles que soient nos positions. Et je pense qu'on a souvent une position duale, une position d'empathie et compassionnelle en tant qu'individu, c'est mon cas en tout cas, puis après une position plus large et sociétale, y compris sur le temps. Toujours est-il qu'en Suède, 3% de la population donc d'origine étrangère, tout d'un coup, massacrait l'extrême droite au Parlement très vite. Et je crois qu'il faut réfléchir aussi à ce qu'on appelle le burden sharing en anglais, c'est-à-dire le partage du fardeau, c'est-à-dire regarder les frontières, les harmoniser, qu'elles ne soient pas forcément hermétique. Pour moi, qui écrit sur les frontières, au pluriel, une frontière est faite pour être traversée, elle est poreuse par définition. Voilà, c'est même un agencement entre États que de considérer qu'une frontière n'est pas totalement étanche. Mais en même temps, partager effectivement différents mots ou différents problèmes, on va dire, pour l'Europe. Et effectivement, c'est inquiétant, mais je contrebalance cela par un autre propos, qui est de dire que l'Europe est assez intelligente, elle est assez productrice d'idéaux et de forces concentrique pour faire en sorte qu'on reste cohérent et qu'on aille vers l'avant. C'est quoi l'Europe? Parce que l'Europe, il y a eu plein de constructions d'Europe et on en est à une troisième Europe, comme vous l'écrivez. Qu'est-ce qu'on pourrait, en quelques mots, dire de l'Europe en train de se faire aujourd'hui? Je dirais qu'il y a d'une part l'Europe qui est presque théorique et philosophique, qui est l'Europe des idéaux. Je fais référence aussi à la première Europe de l'après-guerre mondiale, l'après-première guerre mondiale, Stefan Zweig et Romain Rolland qui l'a désiré, puis après la deuxième Europe qui est l'Union européenne des années 60 en particulier. Puis il manque une Europe aussi des jeunes, de la jeunesse, des idéaux, d'une invention philosophique. Et je crois que la crise en Ukraine, qui est dramatique, nous permet aussi de réfléchir sur cette question. Et bien sûr, une Europe de la paix, une Europe qui permette aussi de régler davantage de problèmes. Alors, c'est vrai qu'en même temps, une Europe des 27 est difficilement gérable. Oui. Autant à 12 ou 16, c'était gérable avec des acteurs forts comme la France et l'Allemagne, le fameux couple franco-allemand, mais aussi l'Italie. On voit bien que l'Italie n'échappe pas totalement à l'Europe, mais quand même avec Giorgia Meloni, il y a quand même des remises en question, même si elle est encore pro-européenne pour l'instant. Elle a mis de l'eau dans son vin. En tout cas, il y a quelques inquiétudes à se faire. Plus bien sûr le Brexit. On voit aux dernières nouvelles qu'il y a une vraie fragilisation financière et économique de l'économie britannique qui risque de provoquer une crise financière mondiale, etc., etc. Donc voilà, il y a des limites effectivement, mais je crois beaucoup à l'Europe des valeurs et au fait de propager ces valeurs dans le monde sans hégémonie pour autant. L'Ukraine, écrivez-vous, défend une certaine idée de l'Europe, la grande aventure de 3 générations. Il serait dommage que l'histoire rate ce train-là et que les Européens oublient qu'ils sont eux aussi dépositaires de la liberté et de l'indépendance ukrainienne. Ça boucle un peu votre livre. Olivier Weber, vous avez grandi, je crois, ne pas me tromper, près de la frontière italienne, c'est ça, hein? Est-ce que c'est ça qui vous a donné le goût de traverser les frontières ? Oui, parce que j'ai grandi dans une enclave et accessoirement un peu plus bas que Saint-Dié-des-Vosges, dans un orphelinat, bien que je ne sois pas orphelin en Alsace. Et je lisais beaucoup dès l'âge de 8-9 ans, Goethe et Cervantes, et j'ai voulu faire comme eux, voyager, traverser les frontières et surtout écrire. Et je ne sais pas dans quel sens, voyager, écrire ou écrire et voyager. Et, vous avez été sur les traces aussi de Jack London. Oui, absolument. Un des premiers grands voyages. Oui, tout à fait. Et des lieux fermés comme sont les orphelinats ou les internats, puis après une enclave en haute montagne, vous donne des paysages magnifiques, littéraires ou physiques, géographiques, mais en même temps vous donne envie de les traverser pour vous réinventer, pour peut-être vous créer une famille, etc. Et vous citiez Jack London qui a commencé à travailler à 11 ans et qui gagnait $1 par jour en tant qu'ouvrier, à Auckland en particulier, et tout d'un coup, à 20-22 ans, qui connaît le succès, qui gagne $2000 en 15 jours de nouvelles, et bon, c'était quelqu'un de doué, voire de surdoué, eh bien c'est quelqu'un qui a voulu aussi repousser les frontières, des frontières morales, des frontières littéraires, des frontières géographiques, et même pour un roman, même si c'est un roman du XVe siècle, ou sur Cervantes au XVIe siècle, le prisonnier des Barbaresques, que je peux écrire dans des bibliothèques à Paris ou ailleurs, j'ai besoin de sentir l'humeur du monde, peut-être même la rumeur du monde. C'est peut-être par légitimité, c'est peut-être l'envie d'aller voir la boue, mais la boue dans tous les sens du terme. Ça peut être la boue des tranchées, la boue des paysans, une boue nourricière et limoneuse, mais aussi peut-être une boue presque littéraire. Et voilà, je pense qu'on est dans une alchimie entre l'écriture du réel, qui est le reportage ou le documenté, le récit, et puis deuxièmement, l'écriture de la fiction, donc l'imagination la plus totale. Et
Et en même temps, il n'y a jamais d'imagination la plus totale, c'est du vécu. Donc pour moi, il n'y a pas de frontière entre les deux, il y a beaucoup de porosité. Oui, beaucoup de porosité, on le voit de plus en plus. Hein. Vous êtes arrivé au roman un peu plus tard. Au début, c'était des récits en tant que journaliste. Et de plus en plus, on voit qu'effectivement, le journaliste laisse sa place au romancier, etc. Même dans ce livre qui est un livre de récits, on sent tout de même cette envie que la littérature pousse les frontières et, comme vous disiez, cette porosité entre les deux. Oui, parce que pour moi, la littérature, c'est un pays sans frontières. Et je suis toujours ému de voir des jeunes au Pérou, au Mexique, en Afrique du Sud, dans les townships, c'est-à-dire les bidonvilles, ou à Kaboul, ou à Calcutta, en Inde, lire des auteurs. Je me dis, mais c'est gagné en partie pour eux. Ils vont se faire des amis, ils vont se faire une famille ou un pays. Et je trouve ça magnifique. En même temps, moi, ça a toujours été mon rêve d'écrire. Voilà, c'est même pas un sacerdoce, pas un effort. J'oublie de manger quand j'écris. C'est naturel, voilà, je me suis construit véritablement comme ça. Et je crois beaucoup aussi au pouvoir du roman, comment le roman nous informe du monde et puis comment le roman nous permet de recréer, de réenchanter le monde. Un de mes romans s'appelle L'Enchantement du monde. Et c'est le philosophe Michel Serres qui disait qu'un roman vaut 100 thèses universitaires. C'est peut-être exagéré, mais je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Et voilà, le roman nous permet d'explorer ce réel, de l'expliquer. En même temps, c'est vrai que moi qui ai fait beaucoup de reportages de guerre, vous le disiez, il y a un moment, ça ne suffit plus d'écrire un reportage au fin fond de l'Afghanistan, en Syrie, en Irak, en 3 pages. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on passe à autre chose. Et puis on est tellement porté par les personnages qu'on rencontre, qu'ils soient très connus ou méconnus, ou pas du tout, des gens ordinaires de la vie de tous les jours, qu'on se dit, mais j'ai envie de porter leurs paroles. Et puis voilà, après, c'est le romancier qui parle. On construit, on reconstruit des personnages, on reconstruit une histoire, on tente de l'expliquer. Et je crois beaucoup aussi au fait que dans l'histoire, avec un grand H, il est moins question de chiffres, de dates fixes, que d'une interprétation subjective de la part de l'historien et du romancier. Donc on est presque sur la même longueur d'onde. Est-ce que les romans aussi que vous écrivez sont nourris de ce que vous avez vu, parce que vous êtes quelqu'un qui a arpenté le terrain? Je ne sais pas quels sont les pays que vous n'avez pas visités, peut-être que vous me direz. Il en reste beaucoup. Ceux que vous avez envie de visiter, que vous ne connaissez pas. Quand je dis visiter, ce n'est pas le bon mot d'ailleurs, mais d'arpenter. Est-ce que... et j'imagine qu'en tant que correspondant de guerre, entre autres, vous avez vu des choses qui sont terribles. Est-ce que ça aussi nourrit vos romans? Des regards, des douleurs, des blessures que vous avez vues en plus de 30 ans? Est-ce que ça aussi, ça reste et ça nourrit les romans que vous écrivez aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne question. Puis je mettrai 3 éléments ou 3 réponses. C'est d'une part le sentiment d'indignation, de révolte, voire d'injustice, que de voir d'une part évidemment des populations civiles être frappées par ces guerres. Et vous savez, depuis 1945, il y a à peu près eu 200 à 250 conflits de par le monde. 94% des victimes de ces conflits depuis 70 ans sont des civils. C'est-à-dire que et la proportion s'accroît. On voit avec la Syrie et d'autres conflits. Donc les militaires ne tuent plus des militaires, on tue des civils, y compris avec la guerre à distance. Donc ça c'est le premier point, l'indignation, la révolte. Et puis de voir aussi dans cette indignation des guerres se renouveler. On sait grosso modo, quand on est écrivain voyageur ou reporter, qu'à tel endroit va commencer ou se recommencer une guerre. Et puis deuxièmement, quand même, ça c'est plus positif, l'espérance. Comment l'humanité se sort de ça? Comment derrière une ligne de front, moi qui hais les lignes de front, je déteste les guerres, mais comment derrière, dans la guerre, des familles perdurent, l'amour se renouvelle, on fait des enfants aussi, voilà, on vit là. Par choix ou par nécessité, le plus souvent de force, mais quand même il y a un instinct de survie. Donc ça m'émeut également. Et puis le troisième point, alors ça c'est peut-être un peu plus personnel, c'est ayant vu évidemment, en ayant couvert cette vingtaine de guerres, de guérillas, des choses atroces qui vous impactent. Parce que les psychanalystes et les psychiatres disent quand on est témoin, on est victime. Ouais. Donc quand on est écrivain, grand reporter, on parle plutôt des autres que de soi. Et le fait d'écrire 2-3 feuillets tous les jours, même sous les bombes, même dans les tranchées, ça m'est arrivé, même en haute montagne en Afghanistan, avec des résistants, ou à Bagdad dans les hôtels, alors qu'il y avait la guerre, vous permettent finalement, peut-être pas d'oublier, mais d'atténuer, d'édulcorer cela ou de le régénérer d'une manière différente. Est-ce qu'il y a des villes qui vous ont plus marqué que d'autres? Oui. Il y a des villes, d'abord San Francisco, j'ai fini mes études, la ville de Jack London, ouais, qui est une ville incroyable de liberté, ouverte sur la mer, l'océan, et une ville de dernière frontière. Après la conquête de l'Ouest, il y a eu donc les mers. Et puis d'autres villes du tiers-monde ou du Sud.
J'ai beaucoup été frappé par le Cap en Afrique du Sud, par Karachi, qui est un État dans l'État pratiquement au Pakistan, une ville de 20 millions d'habitants, le tiers de la France, qui est une ville à la fois magique et dangereuse, et puis d'autres villes. Donc oui, il y a des villes qui sont magiques aussi par le côté littéraire, on va dire. Oui. Alors justement, je voudrais qu'on parle d'Odessa, parce que dans ce livre, vous en parlez d'Odessa, qui est la ville qui a fait rêver Mark Twain aussi, une ville qui grandissait, et aujourd'hui, c'est ce désastre-là. Vous faites un chapitre sur Odessa. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette ville? Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? Qu'est-ce qu'elle vous inspire aujourd'hui? Alors c'est une ville incroyable, parce qu'imaginez, vous avez au bord de la mer Noire, une ville qui est à la fois Marseille, Saint-Pétersbourg, Beyrouth, Istanbul, peut-être même Constantinople plutôt, mélangée. Et une ville internationale, une ville cosmopolite, une ville de Russes, d'Ukrainiens, mais aussi de Tatars, de Polonais, de Juifs, d'Italiens. Une ville ouverte sur le monde, où même les Russes d'Odessa, ou les russophones disent « mais nous sommes agressés », etc. Donc il y a à la fois un mélange de résistance, d'espérance, et puis d'histoire littéraire. C'est Pouchkine aussi, qui est arrivé très jeune. Et ville évoquée par maints écrivains, et pour moi c'est une ville internationale, que je pourrais peut-être comparer aussi outre les villes que j'ai citées, à Tanger quelque part. Une ville un peu voyou, un port franc très longtemps, cette ville cosmopolite, et elle est éminemment littéraire. C'est la ville aussi d'Isaac Babel, qui a écrit sur les nuits d'Odessa en particulier, un recueil de nouvelles, et elle est inspirante, cette ville. Je me suis fait des amis, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, malgré les bombardements que j'ai essuyés pendant une semaine, entre autres, sur le port. Une ville-monde qui fait rien que son nom fait rêver, finalement. Absolument. Et imaginez dans un musée qui est semblable peut-être à celui-ci, qui est le musée Pouchkine, tenu par une Russe. Il n'y a plus personne. Elle emballait les derniers meubles, etc. Il faisait froid quand j'y suis allé. Et l'espérance, quand même, la directrice s'appelle Allah, elle parle très très bien français. Et l'espérance, c'est de voir revenir les visiteurs. Donc voilà, c'est tout ça, cette ville, ce mélange cosmopolite, et puis cette espérance aussi. Ce livre, Naissance d'une nation européenne, parle de l'Ukraine, parle des rêves d'Ukraine pour être dans l'Europe, est un livre d'espoir, on peut le dire, je crois, l'espérance des jeunes Ukrainiens pour demain. Ces réflexions que vous posez là sont des réflexions finalement sur l'Ukraine, mais je trouve aussi sur le monde, est-ce que je peux le dire comme ça? Oui, absolument. Bon, c'est beaucoup basé sur des réflexions philosophiques. Je démarre avec Sénèque aussi, je parle de Nietzsche, etc., je parle de Schopenhauer. Comme pour les deux autres livres sur les rebelles afghans et les résistants kurdes, si j'ai oublié Kurdistan. Et voilà, pour moi, il y a des paramètres. Oui, c'est un regard sur le monde en même temps. Et comment le monde regarde aussi le conflit ukrainien, et ce que le conflit ukrainien ou les jeunes résistants, on peut les appeler ainsi ukrainiens, nous apporte également comme élément de révolte, comme élément de résistance. À un moment, vous savez, il faut prendre les armes, il ne faut pas hésiter. Je vois bien, il y a des gens qui disent on va avoir un peu trop froid cet hiver. Bon, tout ça instrumentalisé par les réseaux pro-Poutine en Europe et en France. Ça va coûter cher, il y a l'inflation. C'est vrai que l'inflation menace nombre de foyers économiquement parlant, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire non à la liberté? Est-ce qu'on doit dire oui à adouber une agression? Et je pense que c'est important qu'on ait en tête cet esprit de résistance et cet esprit de révolte contre l'agresseur. C'est pour ça que dès que la guerre a commencé, vous n'avez pas hésité à vous rendre en Ukraine? C'est parce qu'effectivement, vous voulez être là où la révolte naît? Oui, je voulais témoigner, d'une part retrouver ses amis et ses contacts ukrainiens d'une part, et puis deuxièmement aussi essayer de témoigner, peut-être par un livre, c'était pas sûr à 100%, parce que le voyage est toujours compliqué sur la ligne de front, mais j'ai fait aussi beaucoup l'arrière, et cette osmose qui est pour moi inédite, j'ai jamais vu dans la vingtaine de guerres que j'ai pu couvrir, entre la ligne de front et l'arrière, c'est incroyable, les paysans, un prêtre catholique aumônier de la marine ukrainienne qui est au chômage évidemment, qui concocte lui des gilets de camouflage, des filets de camouflage, pardon, une ouvrière qui fait des gilets pare-balles, tenez-vous bien, avec des vêtements bien sûr, mais à l'intérieur des lames de ressort, des suspensions, des bouts de suspension de tracteurs, un jeune informaticien de 25 ans, Constantin, à Zaporizhzhia, ville bien connue parce que c'est à côté de la fameuse centrale, qui aide bien sûr dans un centre humanitaire les villages, mais en même temps qui a créé un logiciel pour flécher, pour dédier toute l'aide du monde entier qui arrive dans la région pour la région de Zaporizhzhia. Et donc voilà, cette alternance, cet équilibre entre l'arrière, comme on disait en 14-18, y compris dans la région, l'arrière tiendra, et la ligne de front, elle est incroyable, elle est audacieuse, elle est imaginative, elle est inventive, et là aussi c'est une source de leçons pour nous. Quel est votre prochain voyage?
Vous partez dans combien de temps et où partez-vous, Olivier Weber? Alors je pars dans 3 semaines en Himalaya, en haute altitude, entre 4000 et 6000 mètres, mais surtout à 6000 mètres. Puis je vais voir donc, les Tibétains du Népal, puisque c'était l'objet du livre pour la collection Terre humaine, dont on va débattre ici au FIG, au festival, la collection de Jean Mallory. Donc voilà, c'est un peu par goût pour voir ces exilés du Tibet, occupés par la Chine, au Népal, et pour faire la montagne en même temps. La montagne, qui reste un de vos lieux préférés. Vous avez été garçon de berger, je crois. Oui, adolescent, avant d'avoir la chance de faire des études grâce à une très belle femme qui s'appelle Marianne, de la République française, qui m'a donné plein de bourses. Mais j'étais berger, mon frère est resté berger jusqu'à 35 ans. D'accord. Et c'est là où j'ai beaucoup lu d'ailleurs. Et c'est pour ça que vous aimez encore la montagne? Ah oui, j'adore la montagne. Pour moi, c'était source de solitude. C'est pas drôle quand on est ado, mais voilà, bon, j'avais comme ami, je parlais à mes livres, à mes chèvres, de préférence aux livres d'ailleurs, et les montagnes, pour moi, voilà, il y a un côté aussi mythique, il y a un côté régénérescence, il y a un côté, comment dirais-je, recentration de l'homme sur sa petitesse. L'homme est là pour 80 à 100 ans. Ouais. Et comme disait le philosophe allemand Heine, elles sont là, elles resteront là, ces montagnes, pour des millions d'années. Ça nous rend humbles. Absolument, ça rend humble, et il faut s'accommoder des éléments, du minéral, et penser aussi qu'il n'y a pas que l'homme et l'environnement autour de lui. C'est assez prétentieux, c'est assez, on va dire, ethnocentré, j'allais dire, je cherche un terme, anthropocentré plutôt. Et on est plutôt au cœur de l'environnement, on est au cœur du minéral, du végétal, de l'animal, etc. Et nous faisons partie de cette nature, de cette mère nature, et ça nous replace quand on est en montagne, sous la neige, sous les avalanches de pierre, à une dimension très modeste. Dernière question, Olivier Weber. Vous venez de parler de solitude. Vous me dites que voilà, la montagne, c'était aussi un lieu de solitude, mais j'ai le sentiment, en vous écoutant et en vous lisant, que le fait d'avoir été correspondant de guerre, de partir à chaque fois quelque part, de passer les frontières, d'aller dans beaucoup de lieux, d'écrire, c'est finalement une façon de rester solitaire? Oui. Oui, puis quand on est reporter de guerre, c'est drôle votre question. J'y pensais ce matin en faisant mon petit sac pour venir ici. Bon, c'est pas très loin, je viens de Paris. Et je me suis dit, mais pendant des années, je continue un peu de le faire évidemment, mais je suis plutôt un écrivain ou un écrivain voyageur qui fait de temps en temps des reportages. Mais quand vous partez comme ça au bout du monde, seul, à Bagdad, à Kaboul ou ailleurs, dans des montagnes inconnues, voir des guérillas ou des conflits, j'ai pas fait que ça heureusement, hein. Mais là, quand on part dans les zones dangereuses, on ne sait pas si on revient. Et il y a un sentiment de solitude aussi, pas de panique, de solitude, de peur. La peur est cognitive, elle est bornante, elle est limitative, elle vous empêche de faire des erreurs. Et le grand danger, c'est de ne plus avoir peur. Et voilà, il y a la solitude très positive, et puis une solitude peut-être un peu plus périlleuse pour soi-même. Il faut savoir gérer les deux. En tout cas, oui, j'aime le voyage solitaire, c'est certain. Et j'adore rencontrer les gens, parce que quand vous êtes seul, du coup, vous aimez dans les chaumières, dans les auberges, ou dans les montagnes, dans les vallées, rencontrer des gens. Ça vous force aussi à sortir de votre coquille. Et je crois que l'aventure, il y a au moins 2 paramètres ou critères minimaux pour moi, pour l'aventure, c'est la sortie de la zone de confort, et deuxièmement, une certaine prise de risque. J'ajouterai quand même l'aventure humaine. Pour moi, l'aventure doit être d'abord humaine, et la littérature, c'est aussi une aventure humaine. Et d'où Jean Mallory et d'où tout ça. Merci infiniment. Merci à vous, Sarah.